Bon, j'espère que je n'épuiserai pas trop vite les quelques forces qui vous restent après ces exposés denses de la matinée. Je remercie, je vous salue, je remercie les organisateurs de m'avoir associé à ces travaux, ce qui m'a permis de découvrir la vallée de la Sonnelle et en particulier l'Ifol. Et bon, comme vous le savez, à propos de l'Ifol, André Mouzon a, en 2006, donc, offert à ses concitoyens une belle histoire. Une belle histoire de l'Ifol. Donc, mon projet ne pouvait consister qu'à mettre le focus sur une période que je connais la moins mal, celle de la dite Belle Époque, dans les années 1880 à 1914, en me posant un certain nombre de questions sur l'évolution de l'Ifol durant cette période, le contexte politique et économique dans lequel s'est déployée cette dynamique nouvelle pour la bourgade qui est devenue petite cité industrielle, et ensuite m'intéresser également à la vie associative, sociale de l'Ifol. Donc la suivante, c'est... Voilà. Je voudrais montrer comment l'Ifol a suivi le progrès, comment l'Ifol s'est engagé sur la voie de la modernité pendant cette période. C'est en 1867 que la région a été en quelque sorte désenclavée par l'arrivée du chemin de fer. En juillet 1867, on lit par exemple dans le journal L'Abeille des Vosges, suivante s'il vous plaît, la chose suivante. Samedi 13 juillet, lorsque la locomotive a atteint la gare de l'Ifol, le maire de cette commune, à la tête de la fanfare et d'une partie de la population, a offert aux ouvriers le vin de la bienvenue vosgienne. Mais pour les encourager à activer l'achèvement de travaux si ardemment désirés et si impatiemment attendus pour le commerce du pays. Donc, thématique du désenclavement ici tout à fait intéressante. Et les délibérations du Conseil général des Vosges pendant toute la période nous permettent de suivre, grâce au rapport des chemins de fer de l'Est, de la compagnie des chemins de fer de l'Est, toutes les modifications qui ont été apportées, et notamment à la ligne... diapo suivante. Voilà. Donc on voit là à gauche la ligne Chaumont, Pagny-sur-Meuse, tout à gauche donc du département. Les améliorations qui ont été apportées, remplacement des rails de fer par des rails d'acier, augmentation du nombre des tire-fonds, enfin, etc. Et puis à la demande des industriels de l'Ifol, agrandissement des halles de marchandises, et puis à la demande de la population, création d'omnibus qui desservaient chacune des localités, et puis également donc aménagement de la gare durant cette période. Je crois que voilà, là je n'ai pas le temps. Voilà donc l'avenue de la gare. J'ai travaillé avec des cartes postales de l'époque. Trois autres moyens de communication ont contribué, après 1870, au désenclavement de la vallée de la Sonnelle. Le service postal, le télégraphe et le téléphone. Le service postal n'a cessé de s'améliorer, je ne puis entrer dans le détail ce matin, et en 1875, la commune de l'Ifol, comme d'autres localités voisines, demandait à l'inspecteur des lignes télégraphiques du département des renseignements en vue de la création d'un bureau télégraphique. Mais à cette époque, la condition était que une localité petite devait apporter la garantie d'une utilisation, on va dire, minimale du télégraphe pour, évidemment, rentrer dans les frais. Quelques années plus tard, en 1878, la gare de l'Ifol fut ouverte à la télégraphie privée, puis 3 ans après, fut ouvert un bureau télégraphique à l'Ifol.
ce qui apparaît par exemple dans les publicités des industriels de l'IFOL. Dit voilà, nous avons le télégraphe et plus tard nous aurons le téléphone. Effectivement, plus tard fut introduit le téléphone, c'est-à-dire en 1901 à l'IFOL, alors que venait d'être mis en service dans les Vosges 20 réseaux qui permettaient de relier un certain nombre de localités donc dans le département. Et l'IFOL bénéficia de ces aménagements. Et la modernité, le progrès, c'est aussi l'instruction. J'ai pu constater donc que les maires de l'IFOL, les 3 maires, qui étaient des maires radicaux, ont eu constamment à cœur de faire progresser l'instruction. J'ai ici fait un petit tableau que je ne pourrai pas commenter dans le détail, mais qui montre que l'on a cherché à renouveler les locaux des écoles, à renouveler le logement de l'instituteur qui avait bien mérité de la petite patrie, nous le verrons. On peut passer à la suivante. Et la grande affaire à l'IFOL fut, à partir de 1905, donc période à laquelle l'école des Sœurs de Saint-Charles, pour des raisons que vous connaissez, dans le contexte que vous connaissez, en 1905, et donc l'école des Sœurs de Saint-Charles a disparu. Donc on avait besoin d'une école qui était construite. Le projet, évidemment, a duré un certain nombre d'années, la réalisation du projet, et l'école de filles a été inaugurée en février 1912 en présence du ministre Jules Pams, qui était donc ministre de l'Agriculture et qui était passé également à l'école de Rousseux. Les écoles de l'IFOL bénéficient également de dotations du gouvernement, surtout à l'époque où Jules Ferry est ministre. Il était à 3 reprises ministre de l'instruction publique. Les écoles de l'IFOL reçoivent une carte scolaire des Vosges, la carte donc d'Adolphe Garnier, qui est bien connue, sous-ingénieur des ponts et chaussées. Des exemplaires de la géologie des Vosges appliqués à l'agriculture. Je ne vais pas multiplier les exemples. Le cercle de la Ligue de l'enseignement de Neufchâteau rayonne également sur tout le canton et organise des conférences, entre autres à l'IFOL. Ce qui est intéressant, c'est que dans les invitations, il est précisé des places seront réservées aux dames. Et les comptes rendus de presse indiquent le nombre des auditeurs. Je vois par exemple ici, en 1880, 300 personnes, ce qui est pas mal, comme auditoire pour les conférences du cercle de la Ligue de l'enseignement de Neufchâteau. L'instituteur, on le sait, joue un rôle tout à fait important dans les villages et dans les localités de la taille de l'IFOL à cette époque. À l'IFOL, nous aurons à parler de Victor Corroy. Alors, il intervient notamment en 1889, à l'occasion du centenaire de la Révolution. Le 2 mai, donc, avant l'anniversaire officiel, donc le 5 mai, c'est l'ouverture des États généraux, et on peut considérer que c'est une des dates possibles, en tout cas c'était le fait à l'IFOL, une des dates possibles pour les anniversaires ou centenaires de la Révolution. Il donnait une conférence, donc ce Victor Corroy, instituteur à l'IFOL, sur les bienfaits de la Révolution. C'est un thème qu'on retrouve souvent dans les conférences de la Ligue de l'enseignement et à cette époque. La suivante. Victor Corroy est également l'auteur de ces nombreuses monographies communales qui ont été rédigées à cette époque. Voilà, la suivante, pour juste la première page, on remarquera la calligraphie, et ces monographies, vous le savez, ont été présentées dans les expositions scolaires de l'exposition universelle en 1889. Voilà. En 1890 est inauguré un cours d'adultes.
ce qui vaut à celui qui a pris l'initiative une médaille d'argent et une prime de 20 francs. Hein, donc l'État est très généreux vis-à-vis des enseignants. Dans le domaine de l'agriculture, a été créée dans les Vosges comme ailleurs une chaire d'agriculture. Il y a un professeur départemental d'agriculture. Il y aura ensuite dans chacun des arrondissements, hein, ce sera le cas à Neufchâteau, un professeur d'agriculture qui organise des conférences tout à fait importantes, hein, par exemple sur les cultures sarclées, sur les engrais complémentaires, et qui incite surtout aussi à la création de mutuelles. Nous allons y revenir. Bon, je crois qu'on peut passer à la suivante. Voilà l'école des filles qui a été inaugurée en 1912. Nous y reviendrons. Le mouvement social. J'essaye d'être le plus bref possible. L'IFOL ne resta pas en marge du mouvement social. Et dès 1888, les ouvriers de l'IFOL s'organisent. Ils créent une chambre syndicale, hein, avec les ouvriers de Neufchâteau. Et puis, donc la suivante, en 1899 également, mais cette fois-ci, ce ne sont plus que les ouvriers de l'IFOL. Je voudrais faire quelques remarques. Hein. Dans le préambule de ces statuts, il est dit que le but de cette association fraternelle est d'améliorer la condition des ouvriers, de les aider en cas de contestation du travail, je cite, du chômage involontaire, de la maladie. Dans son article 2, le statut de la Chambre syndicale disait qu'elle veillerait sur les intérêts de tous ses membres au point de vue économique, industriel, moral et matériel, et soutiendrait les salaires par tous les moyens légaux et équitables en son pouvoir, afin d'établir, je cite à nouveau, une sincère solidarité entre tous les membres. Voilà. Quelques remarques tout à fait intéressantes. Cette société, cette association de 1899 a été décidée en Assemblée générale du 20 mai 1899. Et on remarque qu'à la fin avril, déjà, les ouvriers, 202 si ma mémoire est bonne, ouvriers de l'ameublement de l'IFOL, avaient adressé à leurs députés, le comte d'Alsace, hein, une protestation à propos de la loi sur le travail. Je ne peux pas aller dans le détail, que le comte, bien sûr, le député, hein, s'empressa de déposer sur le bureau de la Chambre, comme on disait. Mais je ferai également la remarque suivante, c'est que les ouvriers de l'IFOL ont choisi comme président d'honneur le comte. Hein, et qu'en 1900, quand a été renouvelée cette chambre ou commission du travail instaurée dans tous les départements à la suite de la loi sur le travail du 2 novembre 1892, c'est M. Bonneville, un sculpteur sur bois de l'IFOL, qui représente les ouvriers, et s'il vous plaît, à nouveau, Monsieur le comte. Alors, je reviendrai dans mes conclusions. Tout cela est fort intéressant. Je crois qu'on peut passer. Voilà, je crois qu'on... Oui. Alors, enfin, l'ambiance à l'IFOL, je crois qu'on peut... Voilà. On parlait de l'association, de la mutualité, du grand mouvement de la mutualité. Bon, évidemment, on est dans le département de Jules Méline. La mutualité agricole s'est fortement développée dans les Vosges. Rapidement, ce tableau des épizooties qui montre que les fermes restaient affectées par des épizooties régulières, et c'est bien sûr cela qui a encouragé le mouvement de mutuelles.
Je ne vais pas vous assommer de chiffres, mais ces mutuelles étaient très nombreuses dans le département des Vosges. Mutuelles donc contre les maladies du bétail, contre les incendies également. Et elles se réassuraient par des caisses. Il y avait par exemple une caisse de réassurance au niveau du département, ce qui a été par exemple fort utile durant l'hiver 1911-1912, où le bétail a été très affecté, ça a coûté très très cher, et donc ces caisses de réassurance étaient fort utiles, nécessaires. En 1907 se créa aussi à l'IFOL une mutuelle incendie, là aussi sous l'influence conjuguée de l'instituteur, M. Corroy, toujours lui, du maire, Virgile Thomas, et du professeur d'agriculture, qui venait donner des conférences et inciter les paysans à se grouper pour être plus forts. Et cette mutuelle de l'IFOL s'était affiliée à la régionale de l'Est, qui était aussi un système de réassurance pour notre région. Voilà. Alors, je ne peux pas aller dans le détail, mais je dirais que l'hygiène sociale est aussi un des marqueurs de cette évolution, de ces progrès, à l'IFOL également. Une loi de 1874 soumettait les nourrissons à une surveillance régulière, et avait été créé dans chaque département des circonscriptions, et les docteurs de l'IFOL donc présentaient au Conseil général tous les ans un tableau et des réflexions sur leur expérience pendant l'année écoulée, sur les nourrissons pendant leur période. Alors, pendant un certain temps, le médecin faisait des rapports qui étaient assez pessimiste, il exprimait son découragement, mais je note qu'en 1912, le docteur de l'IFOL disait que, par exemple, ici en 1912, oui, le service de consultation des nourrissons à l'IFOL a fonctionné cette année d'une façon très satisfaisante. Bon, évidemment, les sœurs de Saint-Charles ont joué un rôle dans la vie de l'IFOL tout à fait importante, au niveau des écoles, nous l'avons dit tout à l'heure, mais également au niveau de l'hôpital, de l'hospice, qui est une vieille fondation. Je ne vous apprendrai sans doute rien. Et en 1912, une salle d'opération est ouverte à l'hospice de l'IFOL, qui a des prétentions, mais le Conseil général, là aussi je ne peux pas aller dans le détail, montre des réticences, parce qu'il n'y a qu'un médecin à l'IFOL. Que faire dans une belle salle d'opération s'il n'y a qu'un médecin? Donc on essaye de créer un système de rattachement avec Neufchâteau. Voilà. Deuxièmement, la vie politique, alors évidemment, on peut revenir à la diapo précédente, l'évolution de la population de l'IFOL durant cette période, à partir de l'annuaire des Vosges, j'ai essayé de vous proposer un tableau, montre une augmentation de la population. Vous voyez, en 1914, celle d'aujourd'hui, après des évolutions que vous lisez là sur le tableau. Donc, la partie politique présente un intérêt tout particulier parce que on voit le recul des conservateurs, des cléricaux, même si l'influence reste forte, et le Nouvelliste des Vosges, qui est un des organes conservateurs importants du département. Les conservateurs de l'IFOL vont sans cesse avoir recours aux deux grands journaux conservateurs du département, le Vosgien et l'hebdomadaire rédigé par Pierre Buffet, le Nouvelliste des Vosges, qui tous deux déclarent un tirage supérieur, voire parfois, dans les périodes électorales, bien supérieur à 20 000 exemplaires. C'est une force médiatique dans le département. Les journaux républicains sont plus, ont des tirages moins élevés, mais sont peut-être plus nombreux. Voilà. Donc, aux élections municipales de 1884, les conservateurs sont franchement battus à l'IFOL. On va dire que le rapport est de 11-13 sur les 16 conseillers municipaux du conseil municipal de l'IFOL pendant toute la période.
Et puis nous allons assister à la suite de ça, parce qu'évidemment les cléricaux, les conservateurs résistent, à l'affaire de l'IFOL. Alors qu'est-ce que c'est que l'affaire de l'IFOL? Ça c'est encore un autre aspect des choses. C'est, on va dire, un moment, un épisode des bisbilles entre radicaux, dans le camp républicain, entre les radicaux et les modérés, les opportunistes. Voilà. En 1885, en octobre, lors d'une soirée électorale, le facteur est chargé d'aller prendre connaissance des résultats électoraux dans les communes voisines, se fait agresser par un hurluberlu, je ne vais pas utiliser un autre terme, et il arrive à l'IFOL, donne sa version, la foule le libère, et le maire de l'IFOL, Gustave Marc, occupé évidemment qu'il était au dépouillement, etc., ne fait pas le nécessaire pour que cet hurluberlu dont il est question soit arrêté. Tout de suite, le préfet Bugner, qui est le préfet de Jules Ferry à Épinal, révoque, demande au ministre la révocation de Gustave Marc. À 3 reprises, on sera obligé de faire des élections. À chaque fois, le conseil municipal est réélu. Et donc, ça donne finalement voilà, une affaire qui prend une tournure burlesque. Et également une tournure judiciaire, puisque les protagonistes de cette soirée comparaîtront devant le tribunal correctionnel de Neufchâteau. Alors, comme je le disais, les conservateurs, s'appuyant sur les journaux Le Vosgien et le Nouvelliste des Vosges, multiplient les attaques contre le maire Gustave Marc, qui est radical, l'accusant d'arbitraire. Je citerai 3 ou 4 exemples seulement de polémiques. En 1891, il y a un fort cyclone qui ravage la région, et ensuite vient évidemment la question de la répartition des aides qui ont été versées à la suite de ces dégâts tout à fait considérables, et on lui reproche donc au maire son manque de transparence. Une autre fois, on l'attaque parce qu'une tranchée est creusée à travers le cimetière pour amener de l'eau. L'orgue. Alors, troisième grief des conservateurs, l'orgue. Le maire avait promis que la commune financerait ou cofinancerait l'orgue, et on ne voit rien venir. Mais finalement, les choses s'arrangeront. L'orgue sera financé par le budget de la fabrique, par une souscription et par la commune. Voilà. Évidemment, je dis, c'est petit, comme on dit vulgairement, mais vous avez des pages complètes dans le Vosgien et dans le Nouvelliste pour jeter l'opprobre sur le pauvre maire qui, le verront, fait ce qu'il peut. Dans l'arène politique, les ouvriers politisés de l'IFOL. On les accuse d'être des socialistes. Alors, ils ont recours à l'Est républicain, à la presse locale, pour se défendre. Dans l'Est républicain de 1894, par exemple, un ouvrier de l'IFOL dit « Certains gros bonnets réactionnaires, croyant se créer une certaine popularité en vue des élections futures, probablement, trouvent plaisant de désigner un ferme républicain d'ici sous le nom de chef des socialistes de l'IFOL. Monsieur le gros bonnet, vous employez des manœuvres qui ne vous réussiront jamais, car, par le fait, vous qualifiez de socialistes tous les ouvriers d'ici. Or, nous ne sommes ni cléricaux ni socialistes, mais honnêtement et vraiment républicains. Et nous saurons toujours à qui accorder notre confiance. » Voilà, la lecture de la presse est très intéressante et nous renseigne sur l'évolution des choses. Alors, vous le savez, le 24 juin 1894, le président Sadi Carnot est assassiné. Et à cette époque, assassiné par un anarchiste italien. À cette époque, on flaire des anarchistes un petit peu partout. Voilà. Et ce sera aussi le cas à l'IFOL, et l'attention se portera sur un groupe d'ouvriers
originaires de Saint-Loup, qui apparemment sont le ferment socialiste qui va sévir, entre guillemets, dans le milieu ouvrier lifolois, mais là aussi, on prendra leur défense dans la presse. Alors, Gustave Marc, je suis bon, peut-être, ça va. Gustave Marc a laissé une œuvre à l'IFOL, Brusset, Millon, préfet radical, rappelle la chose suivante à propos de Gustave Marc. Son premier soin fut de fournir en abondance à la population une eau pure, donc les eaux. Je crois qu'on peut peut-être... voilà, fontaine dont il était question tout à l'heure. Une eau pure et limpide, ne reculant devant aucune dépense quand il s'agissait, je cite, d'améliorer les conditions hygiéniques de la population, de toute la population, pour le plus grand bien des pauvres. Deuxièmement, l'éclairage. Troisièmement, l'éducation des filles. Mais alors évidemment avec les restrictions de l'époque. Je lis dans l'hommage du sous-préfet Brusset, on lui doit par ailleurs la création d'une école enfantine, d'un ouvroir, où les jeunes filles apprennent à devenir des femmes utiles. Cet homme de bon sens voulait la femme instruite. Il la voulait avant tout bonne ménagère. Et enfin, donc, la mairie que l'on a montrée tout à l'heure, voilà, qui est également une œuvre de ce mandat. Bon, je passe sur les hommages mérités, je crois, hein, à Gustave Marc, pour en arriver à la période de Virgile Thomas, 1908, qui est donc le contexte du bloc des gauches, hein, avec de nouveaux affrontements, évidemment, vous l'imaginez. À l'IFOL, la vie politique se caractérise par une activité de la gauche avancée. Alors, on voit... Alors, je crois qu'on peut, oui. Par exemple, alors on parlait de socialistes tout à l'heure, Louis Lapic. Louis Lapic, alors j'ai fait exprès de montrer l'universitaire qui vient faire des conférences en idéologue dans une communauté rurale ou bourgade industrielle. Alors là, les commentaires de la presse sont très très intéressants. Voilà, donc ce discours, finalement, n'est qu'une longue charge, hein, contre la tyrannie patronale. Si vous lisez à la même époque, dans l'ouvrier vosgien, qui est créé à Épinal, c'est le début de l'organisation syndicale à Épinal, avec notamment l'imprimeur Célestin Pernaut, hein, vous apercevez que dans le premier numéro de l'ouvrier vosgien, vous avez un éditorial de Louis Lapic, hein, qui soutient donc l'initiative des ouvriers d'Épinal et tout ce mouvement qui s'organise. Voilà. Et alors, bon, il y a des choses tout à fait amusantes. Les gens de l'opposition, des opposants à Lapic, disent qu'il aurait déclaré « Je tiens Méline pour une franche canaille, et je puis le prouver. Il n'ose plus se montrer à la Chambre des députés. » Évidemment, le commentateur de rire, puisque Jules Méline, à ce moment-là, était au Sénat. Voilà. Les ouvriers de Saint-Loup sont à nouveau mis en cause, hein, et défendus par leurs camarades de l'IFOL en tant que donc bons camarades et honnêtes garçons. En 1906, c'est un nommé Coquerel, un délégué de la Fédération des sculpteurs sur bois, un hervéiste de marque, qui vient faire une conférence à l'IFOL pour essayer de gagner les ouvriers de l'IFOL au grand mouvement du 1er mai, mais en vain. J'en viens, pour faire bref, à la période d'Hippolyte Laval, qui a été maire pendant 20 ans, hein, si je ne m'abuse, de 1908 à 1929. Donc, je crois qu'on peut continuer. Voilà. Alors, on voit ça, la diapo précédente. Voilà, une usine donc, qui a la meilleure réputation, qui est quelqu'un qui retrousse ses manches, n'est-ce pas, et qui est réputé grand travailleur,
hein, et qui donc se mettent au service de la commune. Voilà. Alors, après ces élections qui ont marqué à nouveau un succès des radicaux, hein, et qui, on parlait tout à l'heure du préfet Brucet-Millon, envoyé par Clémenceau, le nouvelliste des Vosges, donc clérical conservateur, je le rappelle, affirmait que depuis longtemps, un début des radicaux au plus haut niveau était de, je cite, c'est ce qu'on voit tout à l'heure sur la diapo, républicaniser l'arrondissement de Neufchâteau et l'Ifol en particulier, d'y cultiver la blocardise et de faire de cette partie du département des Vosges un Éden où pourraient venir villégiaturer tous les bons blocards de France et de Navarre. Voilà, avec cette citation, le ton est donné. Et alors les deux groupes s'affrontent. Par exemple, à Neufchâteau en 1910, il y a un congrès de catholiques et dans le même temps un congrès des radicaux de l'arrondissement, toujours sous la conduite du sous-préfet radical. 700 catholiques sont réunis le même jour, hein, donc c'est tout à fait intéressant. Et lors du banquet organisé à la sous-préfecture, hein, Camille Picard prend la parole, donc le député du coin qui joue donc désormais un rôle tout à fait important, hein, on le sait. Les 6 députés des Vosges, hein, à cette période, sont des radicaux. Oui, donc l'acmé, je veux dire, de cette action radicale, hein, sera l'inauguration de l'école de filles en 1912, hein, avec la présence de Jules Pams, hein, donc on voit ici dans l'Est républicain, hein, l'Ifol est, je ne dis pas la première page, mais une page complète est consacrée à, voilà, à cet événement. Les citations concernant l'enseignement, concernant les filles, sont tout à fait intéressantes, mais j'en ai plus le temps. Et pour terminer, la vie économique, sociale à l'Ifol. L'industrie, donc on peut continuer. Alors, évidemment, l'inauguration était placée sous le patronage de Jules Ferry. Je ne peux pas développer. Le travail du bois. Alors, l'un des industriels du bois les plus dynamiques à cette époque, hein, est Charles Thomas. Voilà, Charles Thomas qui fait une publicité tout à fait importante dans la presse régionale, on peut continuer, et qui, en 1896, crée une société par action qui sera renouvelée en 1897. On peut continuer. Voilà, là, ça, les actes notariés que vous retrouvez dans la série E aux archives départementales, je les ai épluchés. Ce qui est intéressant, donc, pour la société Charles Thomas et compagnie, donc j'ai analysé les 192 actionnaires, hein, qui sont entrés dans la société. On remarque donc les Vosges arrivent en tête, mais on remarque également la proximité des départements limitrophes de l'ouest, hein, avec cette région donc hein, de l'ouest du département, avec l'Ifol. Hein. Déjà pour la presse de gauche de Chaumont sert aux maires radicaux pour se défendre, hein, à l'Ifol, etc. Donc voilà, je n'ai pas trop le temps de commenter, donc on continue. Les associations. Alors, il y a à l'Ifol un certain nombre d'associations qui se forment et parmi les sociétés musicales, il y a la Sainte-Cécile. Il est très intéressant, à travers la presse, de suivre l'activité de la Sainte-Cécile qui nous amène un petit peu partout, hein, et qui nous fait découvrir la vie de l'Ifol et de sa région à l'occasion de la confirmation, du pèlerinage national de Don Rémy en août, la fête annuelle du comice agricole de Neufchâteau, les grandes manœuvres, on peut continuer. Alors j'ai eu la chance de trouver il y a quelques jours cette photo, hein, pour les manœuvres du 12e Dragon en 1903. Hein. Voilà. Elle est partout, cette Sainte-Cécile. Il y aura une autre chorale, mais surtout une autre fanfare, mais dont je soupçonne qu'elle a été créée parce que, bon, au point de vue politique, il y avait des petites différences. On peut continuer. Quelles journées mémorables ont marqué l'Ifol à cette époque? Bon, le 14 juillet, les 14 juillet à l'Ifol nous sont décrits dans la presse, je mettrai ça dans la communication écrite. Lors des cérémonies de Kronstadt puis de Toulon, hein, où la Lorraine a été si engagée, on le voit là par exemple à travers l'activité de l'imagerie d'Épinal, hein, à l'Ifol aussi,
À l'IFOL aussi, on mobilise, le conseil municipal envoie des adresses, hein, quand en 1900 la tsarine et le tsar viennent en France pour les féliciter. Évidemment, Nicolas II est celui qui a initié la première conférence de La Haye, donc 1899-1900. Donc on veut exprimer sa reconnaissance à l'homme de paix, entre guillemets, mais enfin, bon, on sait qu'il n'en est rien, je ne peux pas commenter. Donc on continue, voilà. J'en viens à mes conclusions. Donc on voit que l'IFOL est imbriqué, hein, dans tous ces événements internationaux. Bon, le but de mon étude était de montrer que l'IFOL, durant ces années que l'on a appelées la Belle Époque, n'est pas du tout resté en marge, nous l'avons vu, du mouvement des idées et du progrès économique et social. Bon, j'espère y avoir un petit peu réussi. L'exemple de l'IFOL en apporte la preuve. Une bourgade de province qui pouvait paraître enclavée a connu des évolutions intéressantes, considérables parfois même, à certains égards, grâce à l'action inlassable de ces maires qui ont su faire fi des résistances d'une opposition conservatrice stérile. L'IFOL offre, en réduction, le spectacle des luttes idéologiques de la Troisième République durant cette période. Une presse vosgienne, diaprée, vivante, a sans doute fortement contribué à l'information, hein, des habitants de l'IFOL et du personnel politique local. Une forte mobilité aussi a permis à l'IFOL d'être en contact avec les grands mouvements sociaux. Mais nous avons vu que tout en affirmant et en cherchant à défendre ses droits, l'ouvrier lifolois s'est gardé de tout excès, ce qui a permis bien des arrangements utiles. Nous l'avons vu. Quant aux agriculteurs de l'IFOL et de la région, ils ont été peu à peu gagnés au mouvement mutualiste. On retrouve à l'IFOL certains des traits de la Belle Époque, telle qu'elle est présente à nos esprits, dans notre imaginaire collectif. La bourgade devenue petite ville a vu se développer en son sein toute une sociabilité qui s'est entre autres manifestée à travers des associations dynamiques, hein, à travers la société de tir, par exemple, dont je n'ai pas eu le temps de parler, mais qui a également une très très grande importance. Des associations dynamiques qui ont offert au public lifolois des distractions, et je souligne ce terme, hein, terme qui n'est pas anodin. Une population besogneuse, en effet, avait besoin de se distraire d'une existence souvent difficile, hein, encore largement consacrée au travail. Mais on constate aussi que bien des concerts et autres manifestations étaient des actions de bienveillance, fraternité, hein, solidarité, bienfaisance, étaient des termes que l'on rencontre fréquemment dans les comptes rendus de presse. Donc on peut dire qu'en 1914, l'IFOL n'était certes pas un paradis, mais sa population semblait pouvoir regarder avec confiance l'avenir. Mais voici que dans le courant de l'été de cette même année 1914, l'Europe était affectée par le fléau de la guerre. Je vous remercie de votre attention.